Bonjour à tous, je crois qu'on peut commencer. Peut-être que les gens vont venir petit à petit. Bonjour pour bienvenue à cette nouvelle table ronde. Je suis Arnaud Dumas, je suis le rédacteur en chef de Novétique Essentiel, qui est un média spécialisé sur la finance et la transformation durable. La finance durable et la transformation de l'économie durable. Cette table ronde, nous allons traiter de la demande des épargnants pour des produits plus durables. Et avec ça, on a 4 intervenants de choc. Alors dans l'ordre, en partant de là-bas, on a Timothée Jolin qui est Chief Responsible Investment Officer de Amundi. Ça c'est ma boss. Mais... Autant pour moi. Alors adjoint, c'était la promotion du jour. À côté, Julia Menayas qui est cofondatrice et CEO, enfin directrice générale de Helios, une banque digitale verte. À côté encore, Bastien Rospopov qui est directeur de la supervision transversale à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et à côté de moi, Jane Wadia, qui est Head of Investment Specialists and Solutions, je crois, de AXA IM, donc une société de gestion aussi. Pour commencer cette table ronde, on peut rappeler quelques chiffres du dernier sondage du FIR, donc du Forum d'investissement responsable, qui disait que la plupart des épargnants, une grande partie des épargnants français, qui étaient sondés, avaient envie que leur placement ait un impact positif sur l'environnement et la société, sans forcément trouver les produits, les chaussures à leurs pieds ou leurs produits nécessaires pour eux. Et 61% d'entre eux disaient que les produits responsables qu'on leur présentait étaient finalement assez neutres, en tout cas ne leur correspondaient pas tout à fait. Il y avait aussi que seulement 8% des sondés qui disaient qu'on leur avait proposé, que leur conseiller financier leur avait proposé spontanément un produit durable. Donc on voit qu'il y a une sorte d'inadéquation entre l'offre et la demande sur ce point spécifique. Et en même temps, maintenant, les conseillers financiers doivent demander quelles sont leurs préférences ESG et leur expliquer de quoi il s'agit, ce qui représente aussi un autre challenge. Et c'est ce qu'on va voir au cours de cette réunion avec donc nos 4 intervenants. On peut peut-être commencer justement avec ce questionnaire, ce dialogue qui doit exister entre épargnants et conseillers financiers. Et on va commencer avec Bastien Rospopov, de l'AMF. Bastien, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment ce dialogue doit s'opérer, comment l'AMF regarde ça finalement ? Merci, oui, alors j'ai la chance de commencer par ce thème. C'est à la fois un texte qui a recueilli beaucoup d'attention, on sait qu'on en parle énormément, et c'est le pilier central finalement du plan de finances durable européen. Parce que ce texte-là, une fois que vous régissez la façon dont le client va exprimer ses préférences, vous allez régir aussi la façon dont les produits se structurent, et partant, comment les gérants finalement vont définir leur gamme. Ce texte, peut-être avant de rentrer dans le parcours client, rapidement, je pense que c'est super utile de rappeler son intention et dans le cadre il a été fait, parce que ce cadre explique beaucoup de ces difficultés de mise en œuvre que les acteurs nous remontent régulièrement. Ce texte, il a été fait dans un univers où on n'avait pas défini qu'est-ce que c'était qu'un produit qui était durable ou qui n'était pas durable. C'est vrai que si on avait défini tous, en européen, finalement, ce qu'on considérait comme étant un produit vert ou non, ça pourrait être assez simple de dire, finalement, le questionnement du client doit lui amener à considérer l'un de ses produits. Mais on n'était pas à ce niveau-là. Dès lors, l'optique, ça a été de diriger sur le dialogue, en fait, de miser sur le fait que le client lui-même va exprimer ce qu'il pense être ses attentes en termes de durabilité et demander au distributeur, bon an, mal an, d'aller trouver un produit sur étagère qui pourrait correspondre à ces besoins-là. Une fois qu'on a dit ça, ce dialogue ne peut pas être complètement libre. Parce que si vous avez un dialogue qui est uniquement libre, qui se base sur aucun critère harmonisé, chaque distributeur, naturellement, va devoir se débrouiller, va devoir définir, lui, ses critères, et puis ça va finir avec des approches qui sont très hétérogènes, qui vont dépendre de l'architecture fermée, de ce qu'un gérant a défini, d'un label peut-être national. Donc en européen, finalement, vous n'avez pas tellement le choix que d'essayer d'utiliser quelques critères qui existent, qui existent pour des produits qui vont de l'assurance vie, aux produits d'investissement direct, voire aux EMTN, donc un périmètre très large de produits. Donc là, toujours, si on essaie de se mettre dans l'intention du régulateur qui va proposer ce texte-là, vous définissez des critères qui sont sous-jacents à SFDR. Ils sont 3, vous les connaissez peut-être. C'est les principales incidences néfastes, donc le fait que le produit ne cause pas certains préjudices à l'environnement sur certaines thématiques. Vaste sujet à définir. Un deuxième thème qui est le minimum d'investissement durable, là aussi, définition qui est en train d'être clarifiée de plus en plus, mais qui reste relativement interprétative à ce stade. Et le troisième, alors là, qui pour le coup est beaucoup plus précis que les 2 autres, même si les émetteurs souffrent de difficultés d'interprétation, qui est le minimum d'alignement taxonomie. Donc c'est ces 3 critères que l'Union a essayé de définir et articuler le dialogue client autour de ça.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tout le but de cette réglementation, c'est de régir comment le dialogue avec les clients se fait, il est normal qu'il soit relativement prescriptif en termes de parcours client. C'est-à-dire qu'on va vous dire quelles questions vous devez poser, dans quel ordre vous devez les poser, et finalement à quel moment vous pouvez dire au client bah, « désolé, j'ai ça ou je n'ai pas ça sur étagère ». Et c'est précisément pour ça que ce texte pose des difficultés de mise en œuvre, mais c'est à son intentionnalité même, par ce dialogue et par la façon dont il est conduit, de faire émerger les meilleures pratiques. Donc très rapidement, pour répondre à la question, vous devez poser à votre client quelles sont ses préférences en termes de principales incidences négatives, ce dans quoi il ne veut pas que son produit investisse. Vous devez ensuite lui demander quel est le minimum d'investissement durable qu'il en veut et quelle est la minimum proportion d'investissement taxonomie. Sur cette base-là, uniquement si vous n'avez pas de produit sur étagère qui répond à la commande qui a été mise par le client, vous devez lui dire voilà finalement ce qui est le plus proche. Et ça peut se comprendre qu'il n'y ait pas des produits sur étagère. Tout ça est encadré par le texte. Le texte va vous dire non, désolé, voilà, ça ne marche pas. Et uniquement à cette étape, je vous dis ce qui marche. Par exemple, le texte prévoit que vous n'aurez pas des produits 100% alignés sur la taxonomie sur étagère. Ça, on le sait très bien. Il y a quelques groupements fonciers d'investissement qui le prévoient, mais ce n'est pas ça qui va faire le gros des allocations ni le gros des gammes. Donc voilà. Un petit mot sur le parcours client et sur comment il doit être régi. C'est ce parcours client qui vise à permettre l'indépendance de l'expression des besoins par le client, c'est-à-dire que le distributeur ne l'influence pas dans une première phase, et dans une deuxième phase uniquement, il va lui donner ce qu'il y a sur l'étagère sur des critères qu'on sait ne pas être les critères utilisés actuellement par le marché, des critères nouveaux, des critères forcément européens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés qui sont remontées par les acteurs sur la mise en œuvre de ces dispositions. Et ils ont un délai de mise en œuvre qui ira jusqu'à mi-2023. Il y a une liberté dans ce dialogue, justement, dans la possibilité de faire ce dialogue, ou est-ce que c'est des cases que le conseiller financier doit cocher globalement ? Oui, il y a une liberté, oui. C'est-à-dire que là, je l'ai résumé à grands traits, mais finalement, toute la liberté, ça va être aussi d'expliquer la façon dont le distributeur et les producteurs avec lesquels ils travaillent ont interprété ces différentes dispositions. Il y a aussi la liberté, voire même le devoir d'être pédagogique. C'est-à-dire que là, la taxonomie, l'investissement durable, les principales incidences néfastes. Bon, à part, j'ai testé auprès de ma maman, ça marche pas très bien. Il faut un petit peu de pédagogie pour essayer de lui expliquer ce que ça veut dire. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. De l'avoir. Voilà. Donc oui, il y a de la liberté. Il y a juste une obligation de ne pas l'influencer en amont. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça le point central. D'accord. Alors, de la réglementation, on va passer directement sur le terrain avec vous, Julia, donc de Helios. Vous êtes au contact direct, enfin en tout cas Helios est au contact direct avec l'épargnant, les clients. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attentes? Moi j'avais le sondage du FIR qui a donné quelques idées, mais je pense que vous avez sans doute des idées beaucoup plus concrètes que ça. Effectivement, avec donc Helios, c'est une éco-banque, c'est-à-dire qu'on s'adresse au marché des particuliers pour leur proposer des produits bancaires, les produits bancaires retail un peu classiques, compte courant, compte joint, livret d'épargne, pour qu'ils puissent dès le premier euro contribuer également à financer la transition vers un modèle de société plus durable. Et on construit ces produits avec un modèle de co-construction, c'est-à-dire qu'on intègre nos clients dans la construction des produits. Donc, typiquement, un exemple concret, dans l'application directement, donc dans les espaces bancaires, web et applicatifs, on a accès à un forum pour exprimer quels sont les prochains produits, prochaines fonctionnalités, mais aussi prochains secteurs qu'on aimerait que la banque finance ou développe. Et ensuite, tout le parcours de construction de nouveaux produits intègre les clients à différents niveaux. Et donc, on est très proche des clients pour entendre leurs attentes. Donc les attentes sont nombreuses. La première attente, peut-être pour rebondir sur ce que disait Bastien à l'instant, c'est de la clarification. Donc il y a une envie qui est très claire et une appétence pour ces produits d'investissement durable qui est très claire et qui est visible dans les chiffres. Mais pour autant, on a du mal à comprendre, à faire la différence entre différents produits, différentes approches, différents termes. Donc il y a un premier sujet qui est comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Donc ça commence ça se matérialise concrètement, c'est avec des contenus très pédagogiques, des contenus très axés sur le concret. On va parler du sous-jacent. Qu'est-ce qu'on finance concrètement? Quelles sont les entreprises qu'on finance et pourquoi? Le deuxième point, c'est des parcours facilités. Donc l'appétence est très forte, mais entre vouloir soutenir la finance durable et effectivement sauter le pas, il y a quand même un chemin. Et donc c'est tout l'enjeu et tout le travail qu'on fait avec Helios, c'est-à-dire proposer une alternative qui soit accessible. Par exemple, un parcours d'ouverture de compte qui prenne moins de 10 minutes, qui soit complètement dématérialisé et qui soit avec le moins de friction possible. Donc ça, c'est la deuxième attente. Et je dirais la troisième attente, c'est le fait de pouvoir dialoguer. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de parler d'un sujet qui est toujours en train d'évoluer, qui n'est pas binaire. On parle d'une matière qui est en train de se construire aussi.
autant du point de vue de la transition que du point de vue de la finance durable. Et donc les clients ont besoin de pouvoir poser des questions et pouvoir avoir en face du répondant et pas simplement des rapports de gestion qui sont clairement indigestes pour un client particulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre par exemple des conseillers qui sont formés, qui parlent le langage des clients et qui sont disponibles pour répondre à leurs questions simplement. Des conseillers formés, oui, c'est un peu la clé d'avoir des gens, c'est ce que disait aussi Bastien, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont capables d'être pédagogues. Oui. Et sur leurs attentes, justement, en termes de produits financiers, je veux dire, est-ce que le produit financier, par nature, doit avoir du rendement? Il doit aussi avoir de l'impact positif. Comment est-ce qu'ils se positionnent, justement, les gens qui sont clients de Helios? Est-ce qu'ils privilégient le rendement quand même ou plutôt l'impact? C'est une première évolution aussi, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant, une première évolution déjà de demander à l'épargnant, aux clients de banque classique, ce qu'il veut financer. Enfin, on va plutôt leur parler historiquement d'un couple liquidité-rendement, mais leur demander quel est le sous-jacent, quels sont les assets que vous voulez financer effectivement, c'est un peu nouveau quand même. Donc il y a beaucoup de clients déjà qui sont étonnés et qui sont en tout cas gourmands qu'on leur demande leur avis. Alors, est-ce qu'ils vont plutôt pencher vers l'impact ou plutôt vers le rendement? Je pense qu'il y a déjà un problème, c'est qu'on ne peut pas les opposer. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée encore un peu trop ancrée dans l'esprit des particuliers que les deux s'opposent, mais ce n'est plus le cas. Et l'autre point, donc, on va leur demander leur avis. Donc, par exemple, chez Helios, on a construit un livret d'épargne qui fonctionne comme un livret A ou un LDDS, c'est-à-dire qu'il est protégé jusqu'à 100 000 €, mais qui n'offre pas de rémunération aujourd'hui. Et donc c'est 100% tourné vers l'impact, avec une liquidité maximale immédiate. Donc ils sont intéressés par ça aussi. Timothée, je me retourne vers vous parce que vous représentez une société de gestion qui est beaucoup plus généraliste. Helios elle est très très spécialisée sur l'investissement vert plutôt, enfin ou la finance verte ou durable. Et chez Amundi, comment est-ce que vous voyez, comment vous percevez ce rapport rendement-impact, même si les deux sont possibles? Est-ce que dans un réseau généraliste, on le voit différemment? Alors, on est une société de gestion généraliste, société de gestion, autant pour moi. Oui. Et on travaille en revanche avec des clients très différents. Et si on se focalise sur les problématiques de produits retail, je pense que c'est quand même un des sujets de la session du jour. On va accéder aux clients à travers différents canaux et on va surtout accéder à très différents types de clients. Donc vous avez le cas des réseaux partenaires qui vont servir des clientèles qu'on va appeler dans notre jargon deep retail ou mass retail. Donc c'est vraiment le petit épargnant. Et puis vous allez comme ça monter en gamme en fonction des capacités d'épargne ou du degré de sophistication. Alors, notre expérience pour servir ces différents types de clients, c'est quand même que leur niveau de compréhension de ces enjeux et leurs attentes sont relativement différentes. Et vous me posiez la question de la problématique de l'impact. L'impact, pour ce qui est des particuliers, c'est historiquement pas une problématique qui s'adressait au plus grand nombre, aux plus petits épargnants. C'était vraiment l'apanage, alors du côté institutionnel des fondations, mais sinon de la banque privée, des gérants de fortune. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la problématique de la démocratisation de l'impact. Donc ça, c'est le chemin qu'est en train de prendre de l'impact pour, si vous voulez répondre, je pense, à des attentes fortes de la population. Évidemment, le consommateur, le citoyen, il est aussi consommateur de produits d'épargne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas commencé par l'impact pour ce qui est des produits d'épargne, on va dire, des produits de grande distribution, disons-le comme ça. On a commencé par l'intégration ESG. Et pour nous, la proposition de valeur était évidente en réalité. Pourquoi? Parce que ça répondait déjà aux engagements qu'on souhaitait prendre en tant que société de gestion. Et surtout, on avait une conviction très forte qui était celle qu'intégrer in fine des facteurs ESG dans une gestion, pas seulement dans la recherche, pas seulement dans l'analyse, mais vraiment en faire des contraintes réelles et tangibles, ça nous permettait de créer de la valeur sur le temps long. Et donc, il y avait un alignement complet en réalité entre la proposition de valeur financière et l'engagement responsable pris par cette intégration. La question qui se pose aujourd'hui,
c'est quand on veut aller plus loin en termes de proposition de valeur d'impact, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce postulat de base, ces prémices, ils sont toujours valides? Et là, moi, je pense que ce n'est pas la bonne approche d'opposer impact et rendement. En revanche, je pense que c'est vraiment important d'avoir un discours de clarté vis-à-vis des épargnants, vis-à-vis des intermédiaires. Et je pense qu'on peut arriver à des points où les gens vont faire face à des arbitrages. Et ces arbitrages, ce qu'il faut, c'est vraiment les expliquer. Et après, les épargnants peuvent faire leur choix en conscience. Et je pense que c'est ce travail-là, si vous voulez, qui n'a pas encore été fait, et que collectivement, que ce soit avec l'AMF ou avec les néobanques ou avec les grandes sociétés de gestion, on peut tenter de faire. Parce que... Et que vous devez faire aussi avec les conseillers financiers, non? Est-ce que vous devez les accompagner justement dans cette démarche pédagogique encore? Est-ce que c'est ça qu'on fait? Évidemment, on le fait. On les aide à construire leur gamme, à comprendre quelles sont les logiques des produits, quel est le niveau d'ambition sur le plan de l'investissement responsable. Est-ce qu'il y a une logique d'impact? En quoi la logique d'impact diffère d'une simple logique d'intégration? En revanche, je pense que collectivement, et je pense que la place de Paris est très très avancée sur les problématiques d'investissement responsable, on n'a pas encore fait ce travail de fond, vraiment d'élucider quels sont les arbitrages possibles. Je vous donne un exemple. Si on veut on veut se positionner comme investisseur à impact, que ce soit par des logiques d'engagement en tant qu'actionnaire sur la durée, en investissant dans des projets ou dans l'immobilier, par exemple, en faisant de la rénovation énergétique, il est là l'impact dans l'immobilier. Eh bien, on ne peut pas offrir les mêmes conditions de liquidité que dans un fonds mutuel. Ça, si vous voulez, c'est un arbitrage possible. Et puis après, vous le mettez dans la logique du point de vue de l'épargnant. En réalité, l'épargnant, évidemment, il a des préférences de durabilité, mais il a aussi des contraintes personnelles. Il peut faire face à des chocs de liquidité dans la vie. Il a besoin de se diversifier. Il ne sait pas quand il va devoir utiliser cette épargne. Et donc, il va devoir probablement, en réalité, arbitrer sa volonté d'avoir un impact avec d'autres considérations. Et c'est en fait, si vous voulez, c'est ces problèmes-là qui rendent d'abord le sujet évidemment passionnant, mais je pense que ça dit aussi qu'on a encore beaucoup de travail à faire collectivement pour bien poser les données du problème et tenter de les résoudre. Et c'est précisément l'objet du dialogue sur les préférences ESG entre l'épargnant et le conseiller, justement, c'est d'arriver à faire matcher en gros toutes ces préférences et les contraintes personnelles. Alors oui, mais des dernières minutes, parce qu'après je pense que les autres voudront aussi parler, mais si vous voulez, les critères avec lesquels on peut jouer, ou en tout cas avec lesquels on doit jouer, en tout cas sur lesquels on doit être transparent, et à partir desquels les distributeurs vont potentiellement construire leur gamme, il faut faire le lien entre la problématique prise en compte des incidences négatives, pourcentage d'investissement dans des investissements durables et investissements durables qui correspondent à la taxonomie, et la proposition de valeur finale qui est faite à l'investisseur. Et souvent, quand on parle d'impact, il y a une théorie du changement derrière. Comment vraiment vous poussez les compagnies dans lesquelles vous investissez, les projets que vous financez, à soit changer elles-mêmes ou soit contribuer à changer le monde. Et il faut faire un petit peu, il y a une sorte de matrice de passage à développer entre PAI, Taxo, SI et la proposition de valeur réelle. Bien sûr. Jane, je me tourne vers vous justement. Comment est-ce que vous percevez cette complexité aussi à parler avec les épargnants de ces textes dont on parlait, de ces détails, pas détails, mais ces mesures très techniques? Est-ce que ça pose une difficulté pour des réseaux de distribution grand public? Alors, je pense qu'il y a deux mots-clés pour répondre à la question qui sont, et ça va reprendre les points déjà évoqués, un besoin de transparence et de pédagogie, clarté dans la communication vis-à-vis de nos clients. Et similaire à Timothée, nous engageons avec une clientèle qui peut varier également. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur justement comment communiquer et articuler notre offre de produits, distinguer les produits qui vont utiliser des notions d'investissement durable pour atteindre un certain rendement financier, ce que Timothée évoquait comme étant l'ESG integration, avec les produits qui vont à la fois chercher ce rendement financier, mais également cet impact sociétal.
Et ensuite, une fois qu'on a articulé cette offre avec notamment cette double objectif à la fois de rendement financier et d'impact, c'est d'articuler quel est l'objectif d'un fonds particulier, quel est l'impact que ce fonds-là va chercher à avoir, comment ça s'inscrit justement dans le cadre du questionnaire des préférences ESG, de la réglementation SFDR, donc les pourcentages minimums d'investissement responsables, les labels pour les pays où les labels sont assez développés. Et souvent, ces choses-là sont cumulatives en quelque sorte. Elles se superposent. Et donc, pour nous, le nerf de la guerre, c'est d'essayer d'expliquer tous ces éléments-là le plus simplement et clairement, en toute transparence à nos clients. Pour qu'eux ensuite puissent prendre leurs décisions. Et pour rebondir, je pense, sur ce que Timothée disait, et le gros pas, je pense aussi, qui nous reste devant nous, au-delà de ce qu'il a déjà exprimé très bien, c'est aussi sur cette notion de produits financiers qui ont à la fois un caractère financier, objectif de rendement financier et un impact sociétal. C'est la notion d'horizon de temps, en quelque sorte. Parce qu'on est habitué, et même les épargnants sont un petit peu habitués, de connaître qu'en fonction d'un certain type de classe d'actifs, que ce soit des obligations ou des actions, un certain cycle de rendement financier, et avec un horizon de temps avec lequel ce rendement peut être délivré. Lorsqu'il s'agit de l'impact de retirer réellement le CO2 de l'atmosphère, par exemple, on est sur des horizons de temps qui vont aussi différer de celui du rendement financier que l'on peut apporter. Et donc je pense qu'à nouveau, sur l'ensemble de la place, ça va faire partie des discussions à avoir et qui sont aussi objectivement plus difficiles à appréhender, de vraiment pouvoir dire concrètement sur quelle année est-ce qu'on va pouvoir réduire le CO2 de l'atmosphère. On peut avoir une trajectoire, comprendre le chemin que l'on veut pour y arriver, le mesurer, mais c'est vrai que cet horizon de temps va différer également. Dans ce que vous disiez, on entend deux discours différents. Il y a vous n'avez pas un double discours, c'est pas ce que je veux dire, mais on entend parler de choses très concrètes, le CO2 dans l'atmosphère, et de choses beaucoup moins, le SFDR, l'article 8, article 9. Est-ce que ça parle aux gens, en fait? Est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, nous, c'est vrai que notre clientèle directe avec laquelle on interagit, ce sont essentiellement soit une clientèle investisseur institutionnelle, soit des gros distributeurs, et qui sont donc eux-mêmes face et soumis à cette même réglementation SFDR. Donc on travaille tous ensemble et on échange beaucoup ensemble. Et c'est vrai que c'est en train de faire son chemin, mais ça reste assez complexe, je pense, pour tout le monde dans cette phase où je pense que tout le monde comprend et est assez aligné avec l'intention de ces régimes et de ces cadres qui sont à la fois de donner un cadre pour les investisseurs et notamment l'épargnant de comprendre quand il investit ce dans quoi il va investir et également d'aider ce financement vers une économie plus verte. Bastien, justement, en tant que régulateur, vous êtes partie prenante finalement de toutes ces réglementations, de cette complexité de la réglementation. Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que ça peut se simplifier d'une manière ou d'une autre? Alors, je ne vais pas être celui qui va essayer de vous donner la cohérence globale d'ensemble du dispositif, parce que c'est clairement des textes cumulatifs qui arrivent les uns après les autres, précisément comme tu le disais, parce qu'ils ont des objectifs différents. Et donc, c'est vrai qu'un gérant, lui, se dit, mais finalement, bon, je dois à la fois répondre à l'exigence des labels de commercialisation français, belges, à répondre aux exigences de durabilité avec mon réseau, avec peut-être un autre réseau tiers qui est une autre façon de l'interpréter. Dans SFDR aussi, il faut que je sois bien positionné en article 9 parce que les institutionnels qui sont peut-être un peu plus au fait de cette réglementation vont être attirés par ce type de produit. Et donc on arrive à la fin, je comprends, en effet, à une superposition de règles qui paraît peu cohérente et dont l'ensemble pourrait être simplifié. Je pense qu'on partage le constat en tant que régulateur sur la complexité du texte et ses différents objectifs. Pour autant, à court terme, il y a une nécessité de maintenir les principales de ces briques. Et peut-être pour en prendre que quelques-unes, dans ce contexte-là européen, les labels ont encore leur rôle à jouer. Les labels nationaux, alors je n'ai pas de promotion particulière à faire pour le label ISR, mais en tout cas, on voit qu'il y a un besoin d'avoir un point de repère, de gage de qualité sur les produits, avec des exigences de transparence qui vont au-delà de la réglementation. Et donc, on voit que les labels continuent à jouer un rôle rassurant, plus simple, aussi moins jargonnant, moins technique, qui sont moins dans des concepts européens, mais plus orientés autour d'une réalité
plus familières, plus connues de la part des gérants et puis de la part des distributeurs sur lesquels on peut s'appuyer. Donc les labels continuent à jouer ce rôle. SFDR, moi, j'entends ce que tu disais qui est assez intéressant sur le reporting que vous faites à votre niveau, qui a l'air hyper précis, qui est hyper détaillé. C'est vrai que quand on se dit qu'on regarde le reporting SFDR à côté, on se dit, bon, moi je parle pas, c'est vrai que le reporting SFDR ne te force pas à dire l'impact sur tel émetteur très précisément, et donc ça ne va pas être aussi précis, aussi illustratif. Mais SFDR est un chapeau commun qui va réussir à régir, une mission qui est quand même pas simple, des fonds immobiliers, des groupements fonciers investissement, des fonds structurés, des fonds actions, des fonds obligataires. C'est dur en fait quand on y réfléchit de définir un même concept qui s'adapte à toutes les classes d'actifs. Donc le premier choix qui a été fait dans cette première mouture, c'est de définir quelque chose de relativement simple, relativement principiel, qui va s'adapter à peu près toutes les classes. Donc il le fait imparfaitement sur à peu près toutes, mais au moins le porteur, dans son objectif de transparence, aura une information comparable à peu près partout. Un peu son objectif, et finalement sur cet aspect-là, au moins il coche cette case d'avoir partout dans l'Union quelque chose d'à peu près comparable. Alors il y a des questions qui se posent dans sa mise en œuvre, sur lesquelles on passe beaucoup de temps à y répondre. Et enfin un dernier point dans cet enchevêtrement, il y a la doctrine AMF. Alors pourquoi l'AMF va dire qu'on va définir des règles minimales pour qu'un produit puisse communiquer? Parce que ce n'était pas l'objectif des SFDR. SFDR est produit article 8. J'ai l'impression que la mode, c'est on est soit article 8, soit article 9, et puis rien d'autre. Voilà, tout le monde est dans l'une ou l'autre de ces cases. Donc c'est très bien, ça veut dire que le SG devient mainstream, mais au sein des produits article 8, on a un joli fourre-tout où on ne sait pas trop bien qui fait quoi, comment. Et face à ça, on sent qu'il y a encore un besoin de définir des règles pour dire désolé, mais il faut un certain minimum d'exigence au-delà duquel vous ne pouvez pas vraiment faire votre promotion, sinon on va tomber dans le greenwashing. Donc on arrive à un enchevêtrement avec chaque cause qui se justifie individuellement et un besoin de rationalisation qu'on appelle de nos voeux. Je pense qu'à très court terme, quand on regarde les plans de la Commission européenne, il va y avoir un besoin de vivre avec temporairement et essayer de donner un peu de cohérence à tout ça, de stabiliser les acquis des CFDR, de répondre à des questions structurelles qui ne sont pas encore complètement claires à l'heure actuelle. L'investissement durable, ça se calcule comment? C'est quoi un produit avec l'article 9, etc. Mais cet enchevêtrement à court terme se justifie notamment pour assurer que la finance durable roule bien et il n'y ait pas de gros écueils, notamment de greenwashing. D'accord, donc on a besoin de cette complexité au départ pour... au moins pour amorcer le sujet en quelque sorte. Vous avez parlé de greenwashing, de besoin de... Vous avez parlé aussi des labels qui permettent normalement d'orienter l'épargnant vers ça. Justement, les épargnants sont un peu, ce que je disais en introduction, sont un peu méfiants par rapport aux produits durables. La confiance n'est pas acquise, on va dire. C'est peut-être intéressant de voir justement comment on fait pour les rassurer. Et Julia, je me tournais vers vous parce que vous avez une approche que je trouve assez particulière sur les produits que vous proposez, c'est-à-dire que vous faites la transparence totale en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous parlez de cette transparence et comment vous contrez cette crainte de greenwashing? Peut-être pour faire le lien avec la toute première question que vous m'aviez posée sur les attentes des épargnants en matière de produits d'épargne durable. Au-delà de la transparence, de la pédagogie, du dialogue, la première attente, c'est du vrai. C'est un vrai impact. Alors ça veut dire quoi un vrai impact? Je ne vais certainement pas lancer le sujet, mais ils veulent du concret et ils veulent de la cohérence. Donc ça veut dire qu'ils vont poser beaucoup de questions, ils vont gratter la surface, ils ne veulent pas de vernis marketing, ils ne veulent pas de communication, ils veulent du concret. Et donc ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir un modèle cohérent qui va au bout des choses et d'avoir des réponses. Donc par exemple, la façon dont on adresse ce sujet chez Helios, ça veut dire essayer au maximum de faire preuve d'exemplarité, donc chercher de la cohérence entre à la fois notre grille d'investissement, notre organisation d'entreprise, notre gouvernance, nos choix d'investisseurs, nos choix de finances. Ça va bien au-delà de simplement l'allocation de nos dépôts de clients. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur donne l'information totale. Donc ça veut dire, chez Helios, on sait où va son argent et ce qu'il finance. On a la liste publique de toutes les entreprises qu'on a financées, avec leur nom, leur adresse, leur activité précisément. Et puis ensuite, on explique le pourquoi. Pourquoi on a choisi de financer ces entreprises. Mais on ne s'arrête pas là, on explique aussi les limites, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'entreprise parfaite, ça se saurait. Donc on explique aussi quelles sont les limites de ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ne font pas encore assez bien, entre guillemets, qu'est-ce qu'elles doivent encore changer dans leur pratique. Un exemple, on a participé à financer une centrale solaire en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un très beau projet qui allie en plus la gouvernance des communautés locales à l'organisation du projet et qui place des panneaux solaires au-dessus de serres anticycloniques. Donc il y a aussi un volet de sécurité alimentaire dans ce projet-là.
Mais par ailleurs, comme tout projet solaire de France et de Navarre, il y a un vrai sujet sur le sourcing des panneaux et sur leur recyclage. Et donc, c'est partie de notre responsabilité que de le notifier à l'entreprise qu'on a financée. Et par ailleurs, d'en informer aussi nos clients de ces limites. Donc, la transparence, c'est pas que montrer son plus beau jour, mais c'est aussi montrer ce qui ne va pas encore parfaitement. Oui, c'est de montrer le bon et le mauvais et ne pas risquer que l'épargnant finalement découvre le mauvais tout seul par lui-même finalement. Je disais que c'était un peu original parce qu'en général la communication veut qu'on se focalise plutôt sur ce qui est bon, tout ce qui est en faveur du développement durable et pas tellement sur ce qui est négatif. Timothée, je me retourne vers vous justement, enfin pas justement, mais je me retourne vers vous pour voir comment vous abordez cette question-là justement. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous voyez chez Amundi? Est-ce que vous le prenez en compte? Est-ce que vous parlez aussi faites la transparence totale aussi en quelque sorte sur les produits? Alors oui, mais la réponse est que la transparence, ça peut être qu'une forme de réponse. C'est pas la réponse à tout en réalité. Je pense pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément de temps à passer. Enfin, je pense que vous faites face à une clientèle engagée et donc qui naturellement va prendre le temps de s'intéresser à l'impact global de la société à laquelle ils confient leur épargne. Et ils vont aussi prendre le temps d'aller regarder en ligne à ligne peut-être l'impact modélisé ou réel des sous-jacents. Donc tous les épargnants n'ont pas le temps, ni l'envie, ni la capacité de faire ça. Donc ça, c'est une première limite de la transparence. Et c'est l'intérêt des labels, d'ailleurs, probablement. C'est pour résoudre cette problématique fondamentale d'asymétrie d'information. Et donc donner plus d'informations, c'est une réponse, mais nous, on a une expérience quand même assez longue de production de rapports d'impact, de rapports sur des fonds un petit peu plus généralistes. Et la réalité, c'est que vous pouvez ajouter énormément d'indicateurs, fournir énormément d'informations, mais il y a des limites en fait à la capacité des épargnants à digérer et donner du sens à cette information. Donc ça, c'est une première problématique réelle en réalité à laquelle on fait face. Alors, la question un petit peu alors là, c'est plus une problématique de transparence, mais c'est une problématique vraiment du caractère non trompeur des informations fournies. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, bien sûr. Alors, il y a des objectifs et puis il y a des risques. Et au niveau des sous-jacents, la réalité, c'est qu'on vit dans un monde où en fait, quand on essaie de financer typiquement des projets d'énergie renouvelable, ça a un impact sur des problématiques d'occupation des terres. Dans les pays émergents, il faut absolument travailler sur les notions, sur le financement et l'accélération de la transition énergétique. Mais on fait face à des situations complexes avec le respect des droits des populations locales, etc., qui sont des problématiques que des organismes de développement connaissent par cœur, mais qui sont des réalités du terrain, les réalités auxquelles font face des opérateurs dans lesquels on va investir. Donc, il faut effectivement essayer de transcrire un petit peu ces réalités auxquelles on fait face, qui sont complexes. Mais c'est pas évident de le faire dans un rapport, et c'est un petit peu fonction de la bande passante de l'épargnant final que vous avez en face. Et la troisième chose, peut-être, c'est la problématique, est-ce que vous allez regarder des caractéristiques au niveau du fonds, ou est-ce que vous allez regarder aussi les caractéristiques de la société de gestion? Parce que là, la proposition de valeur qui a été faite, c'était aussi celle-là. C'était, nous, on est alignés. Donc, on est aligné au niveau de ce que fait l'entreprise, dans ses pratiques, donc dans sa politique RSE, avec les propositions de valeur des fonds. Nous, on pense que cet alignement, il est essentiel. Et donc, on le fait à notre échelle, donc c'est des problématiques qui sont différentes, mais il est évidemment absolument essentiel. Cela étant, dans un monde globalisé avec d'autres juridictions, d'autres systèmes de droit, d'autres systèmes politiques, c'est quelque chose aussi qui peut, dans certains endroits du monde, notamment aux États-Unis, je ne sais pas si on en reparlera, Si, tout à fait. mais créer des sources de tensions, d'incompréhension, de différentes interprétations des problématiques de devoirs fiduciaires, etc. Donc dès qu'on est à une échelle un petit peu plus grande, la notion d'alignement est essentielle, mais on fait face à un monde un petit peu complexe. Aux États-Unis, justement, il y a cette bataille sur le côté ESG avec des États, des gouverneurs d'États américains même qui
qui bataille contre l'exclusion, notamment des énergies fossiles. Il y a vraiment cette crainte que le monde change en quelque sorte. Et vous, comment est-ce que ça vous affecte finalement et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que les exclusions, certaines exclusions que pratiquent beaucoup de sociétés de gestion, au moins en Europe, ça pose un problème finalement au niveau mondial? Alors, je ne sais pas si ça pose un problème au niveau mondial, mais ça pose un problème à certains acteurs, certains politiciens ou certains fonctionnaires de certains États, ça c'est une évidence. Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi les débats en cours aux États-Unis, donc il y a un certain nombre d'États. Je ne vais pas préciser le bord politique de ces États, mais je pense que vous l'aurez tous en tête, qui ont passé un certain nombre de règlements ou de lois pour lutter contre les pratiques ESG ou ce qu'ils appellent des pratiques de boycott. Donc il y a un premier type de loi qui s'appelle les lois qui sont inspirées des mouvements, enfin des lois contre les mouvements de boycott. Donc qui sont des lois anti-énergie boycott, donc qui vient notamment du Texas, et il y a des lois qui sont anti-ESG, donc qui visent, si vous voulez, à interdire l'intégration des facteurs ESG dans les activités de gestion pour se concentrer uniquement sur le rendement financier, donc avec une interprétation très 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 limitée et restrictive des enjeux de devoir fiduciaire. Nous, la manière dont on l'aborde, c'est évidemment en étant tout à fait transparent sur ce qui est fait au niveau de la société de gestion, les engagements qu'on a pris, notamment des investissements, ce qui est fait au niveau des fonds et ce qui est fait au niveau des mandats où on agit directement pour le compte de notre mandataire. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, ces enjeux de transparence et d'alignement sont absolument essentiels. Mais il ne faut pas, dès que vous avez une société qui atteint une taille un petit peu critique, se tromper entre ce qui est pertinent en termes d'engagement au niveau de la société de gestion, de la société de tête, et la proposition de valeur qui est faite au niveau du fonds, et les engagements que vous avez pris vis-à-vis d'un investisseur au niveau d'un mandat. Et souvent, du point de vue des observateurs, il y a une confusion qui est faite autour des différents niveaux. Et de notre point de vue, c'est absolument essentiel de les distinguer. Parce qu'on fait face à ce type de problématique. Et puis vis-à-vis de nos clients, on a évidemment un certain nombre de devoirs qui sont absolument essentiels. Jane, est-ce que vous êtes confronté au même... AXA est aussi une grande entreprise multinationale. Est-ce que vous êtes confronté au même type de problèmes justement dans différentes juridictions? Et comment vous les adressez? Alors oui, effectivement, on voit que ce move vers le flux de capital et l'appétit des investisseurs pour les investissements durables varie énormément sur l'ensemble de la planète. L'Europe, globalement, est généralement vraiment très en tête. Les États-Unis, pour les citer, sont derrière. Et justement, la notion de backlash qu'évoquait Timothée prend de l'engouement, et l'Asie, en fait, je dirais, est au milieu, mais est sûrement le marché sur lequel la croissance de l'appétit est en train d'augmenter la plus possible. Et donc, effectivement, en tant que société internationale, l'idée, à nouveau, c'est d'accompagner nos clients et aussi par rapport à distinguer les engagements que l'on va prendre au niveau de la société de gestion, les différents fonds que l'on va proposer et s'assurer d'une connexion entre les deux, et également une dimension qui est beaucoup plus nouvelle, je pense, et qui devient importante pour ces trois catégories de clients, mais de plus en plus, je trouve, en Europe. C'est non seulement de regarder nos actions en tant qu'investisseurs, mais également en tant que business et employeur. Et de la même façon qu'on essaye de tenir compte ou de demander aux entreprises dans lesquelles on investisse de s'améliorer et de prendre certains engagements, notamment sur les éléments de décarbonisation, et il faut que nous aussi, en tant qu'employeurs, en tant que business, on regarde notre propre empreinte carbone et comment nous aussi, on peut jouer un rôle dans cette transition. Donc je pense que pour moi, c'est aussi un des éléments très nouveaux que l'on voit émerger globalement, peut-être plus particulièrement ici, sur the two sides of the same coin, comme on dit. On est un investisseur responsable, mais également un business responsable. Et c'est important pour ça revient aux épargnants, c'est important pour eux de savoir justement à qui ils s'adressent. Et est-ce que l'AMF justement n'a pas un rôle dedans de vérifier ça, que cet alignement existe en quelque sorte?
Ouais, alors en effet, c'est pas simple parce qu'on a d'un côté des engagements qui sont très précis, près au niveau des fonds. Donc là, vraiment des règles qui sont très pointueuses, qui sont indiquées dans la documentation du fonds et sur lesquelles les gérants communiquent. On a une communication plus générale que vous mentionniez tous les deux au niveau de l'entité qui va dire bon bah voilà, typiquement je vais être aligné net zéro, je vais faire de l'engagement actionnarial, je vais faire un nombre d'éléments. Les deux se rejoignent naturellement et la communication qui est faite lorsqu'on promeut un fonds, on promeut le fonds, le gérant, c'est toute une approche, c'est un ensemble dans l'offre de valeur que tu mentionnais qui est proposée. Là-dessus, nous, on est aussi et surtout un régulateur de l'information. Notre premier pouvoir, en tout cas d'un côté gestion d'actifs, c'est de garantir le caractère clair, exact et non trompeur de l'information. Là-dessus, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on a tendance en communication, notamment en communication sur les sujets ESG, à vouloir mettre en avant le positif et peut-être un peu amoindrir le négatif, par manque de place sûrement, évidemment. On a clairement indiqué depuis 2020 au moins, mais c'était déjà dans nos pratiques avant, qu'une information qui ne serait pas équilibrée, c'est-à-dire qui ne mettrait en avant que les avantages ou qui n'appuierait que sur les aspects extra-financiers très forts, alors qu'en fait ils en font très peu, serait constituée d'une information trompeuse. Donc en ce sens, la première des choses qu'on peut faire, c'est que le législateur nous a donné le pouvoir, ou en tout cas le devoir, de sanctionner ce genre de pratique qui pourrait être constitutive d'un manquement. Donc en termes de mission concrète, nous, notre première mission, c'est de faire des contrôles, d'assurer que tout ça est bien fait. Alors à deux niveaux, la première, c'est d'assurer qu'on met une première limite au greenwashing. Je peux revenir sur la doctrine que je mentionnais tout à l'heure, mais l'idée c'est de permettre qu'à certains types de produits de communiquer sur les aspects extra-financiers. Sinon là tout de suite, finalement déjà sur l'information trompeuse. Et ensuite vérifier que les engagements que nos deux amis des GP indiquent, finalement sont bien mis en œuvre. Et donc la transparence est un bon point, c'est un élément intéressant parce que ça permet pour tout un chacun finalement de se rendre compte de ce qui est fait ou non. Mais je suis d'accord, en effet, il y a un certain nombre d'éléments qui sont techniques, précis, où on atteint les limites d'une capacité à pouvoir mettre en œuvre, ou en tout cas communiquer sur la mise en œuvre à des investisseurs. Et donc là, les superviseurs prennent le relais. On a une obligation, on fait des rapports typiquement de suivi d'engagement climatique des acteurs. Je crois qu'il est paru hier, mardi, pour essayer d'indiquer finalement, typiquement sur les engagements pris sur la sortie des énergies fossiles, est-ce qu'ils sont mis en œuvre. Au-delà de ça, on mène des contrôles sur place aussi sur les entités pour assurer qu'ils tiennent leurs engagements. Et lorsqu'ils ne les tiennent pas, c'est vrai qu'on pourrait aller jusqu'à des procédures de sanctions. Donc voilà, c'est avant tout une obligation réglementaire. Ils engagent leur responsabilité vis-à-vis de leurs régulateurs, vis-à-vis de leurs clients aussi sur ce genre de mission. Et donc c'est notre devoir de vérifier que ce soit bien mis en œuvre. Et c'est un risque juridique qui peut aller très loin pour certaines sociétés. Alors en France, je ne pense pas qu'il y ait d'exemple, mais la société DWS en Allemagne en a fait les frais avec une perquisition des centres de police dans leurs locaux. Donc c'est un vrai risque, oui, et puis c'est une vraie problématique qui se pose. En fait, avec l'accroissement du discours extra-financier, il y a forcément des pratiques qui sont plus ou moins bonnes, et du coup, une vigilance nous aussi à apporter. Et on voit que sur ces affaires, il y a une grande vigilance qui peut être apportée, parce que quand même, c'est des communications globales sur des choses en cours ESG, des communications que font beaucoup d'acteurs. Donc finalement, ce genre de problématique devrait se poser à tous et à chacun. Et on voit que chez les sociétés de gestion, dans une partie sur laquelle ils communiquent moins, mais quand on échange avec eux, les départements juridiques ont bien pris le relais. C'est-à-dire qu'ils sont bien conscients de l'impact, de la conséquence que ça peut avoir en termes de manquement. Et donc derrière, toute une partie invisible chez les sociétés de gestion, de conformité, de compliance, de contrôle qui sont en place et qui se développent de plus en plus sur ce sujet. Et on a des contrôles en cours, la thématique, dont on publiera les premiers résultats l'an prochain, qui indiqueront un premier témoin, un premier marqueur de la mise en œuvre. Mais en effet, tout le monde devrait bosser sur ce sujet. D'accord. Je reviens un peu sur la question des produits, parce que tout ça se traduit aussi dans les produits qui doivent être accessibles, en tout cas compréhensibles. Est-ce que Julie, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur les produits justement d'épargne que vous lancez et comment vous faites pour les... Vous nous avez expliqué un peu comment vous les construisez avec vos clients, comment vous faites pour sortir des produits verts en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous dire un peu le détail de vos produits? Je vais commencer par donner le détail, peut-être la méthodologie pour le lancement des prochains produits. Aujourd'hui, chez Elios, on a 4 produits. On a un compte courant, qui est un compte courant classique, et une carte de paiement qui est utilisable dans le monde entier. On a un compte donc, pour les jeunes, un peu moins cher. On a un compte pour les couples, un compte joint avec 2 cartes. Et enfin, un livret d'épargne. Et la prochaine étape, c'est d'avoir une solution d'investissement. La première chose, c'est que comment on fait pour construire. Donc, avant même de se lancer, on a fait une enquête auprès de nos clients. On avait 20 000 préinscrits sur une liste d'attente. On leur a envoyé une enquête pour savoir exactement ce qu'ils entendaient par un produit bancaire écologique ou un produit bancaire durable. Parce que finalement, il y a plein d'approches différentes. Il n'y a pas une définition commune sur le retail. Donc là, je ne parle pas des fonds, je ne parle pas de ce niveau-là, mais vraiment juste sur le retail. Qu'est-ce que c'est? Donc, une des questions qu'on leur avait posées à l'époque, c'était qu'attendez-vous d'une écobanque? Il y a 3 options. La première option, c'est une écobanque. C'est en fait en tout cas un produit écologique. C'est un produit qui plante un arbre à chaque achat.
Deuxième option, c'était j'attends d'un produit écologique qui calcule l'empreinte carbone de ma dépense à partir de ma donnée bancaire. Et la troisième option, c'est un produit qui flèche mes dépôts vers des projets d'investissement respectueux de l'environnement, en faveur de la transition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à 87%, me semble-t-il, les clients ont répondu la troisième réponse. Donc il y a beaucoup d'initiatives durables autour de la banque, dans le retail, qui apportent des solutions et qui ont une proposition de valeur assez différente. Mais les attentes des épargnants sur ces produits-là d'épargne et d'investissement sont assez claires. On veut que notre argent aille dans la bonne direction, tout simplement. Et ensuite, comment on fait par ailleurs? Donc, typiquement, sur le produit d'investissement, on leur pose des questions. Quels sont les secteurs que vous aimeriez financer, ceux que vous n'auriez pas financés? Quel est votre niveau d'appétence au risque? C'est assez classique. Et ensuite, on va chercher des partenaires pour le faire. Donc, Ilus, on est une jeune entreprise et on est concentré sur deux cœurs de métier. Le premier, c'est l'impact, c'est-à-dire comment on fait pour flécher des dépôts de clients effectivement vers des actifs de la transition. Et le deuxième, c'est du produit, c'est-à-dire offrir la meilleure expérience bancaire possible à nos clients. Et donc, compte tenu de leurs attentes, on va chercher des partenaires pour nous permettre de lancer rapidement des produits qui offrent ces deux points de l'impact et une expérience. Les partenaires, c'est d'autres startups, d'autres fintech, ou ça peut être des partenaires? Ça peut être bancaires, des partenaires technologiques, des partenaires des sociétés de gestion, ça peut être des partenaires bancaires avec qui on va co-construire une offre qui est radicalement transparente et radicalement engagée pour la transition. Et on assume le fait d'être radicaux. D'accord. Timothée, je me tourne vers vous justement. Comment vous faites, vous, pour innover, pour rendre l'offre plus claire finalement auprès des épargnants, pour qu'ils comprennent bien que le fonds auquel ils souscrivent est orienté tel qu'ils le veulent? Est-ce que vous avez des innovations à partager? Alors, c'était pas une innovation, mais je pense que toutes les sociétés de gestion ne le faisaient pas avant la mise en œuvre des réglementations au niveau européen. Pour nous, ce qui a toujours été essentiel, en fait, c'est d'avoir des modalités ou des caractéristiques d'intégration qui soient contraignantes. Et alors, vous mentionniez cette problématique des WS, et pour nous, ça a toujours été clé. Et donc, parce que quand c'est contraignant, si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez toujours opposer à des observateurs, et vous êtes transparent sur ces contraintes, et c'est évidemment quelque chose qui est inscrit dans les documentations de référence des produits que vous proposez. Donc, c'est pas une grande innovation, désolé, mais c'est quelque chose qui nous paraît absolument essentiel en termes d'obligations et de devoirs vis-à-vis des consommateurs finaux des produits financiers qu'on développe. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la capacité à bien rapporter sur la réalisation des engagements. Donc on retrouve évidemment dans un langage SFDR, c'est une documentation précontractuelle, et puis des rapports périodiques. Donc c'est des choses qui sont absolument essentielles. Alors après, il faut trouver la bonne manière de calibrer ces rapports périodiques, parce qu'évidemment, c'est pas toujours simple en fonction des produits financiers développés. Donc là, je pense qu'il y a deux axes pour moi qui sont très prometteurs, mais en même temps qui soulèvent un certain nombre de problématiques. Le premier axe, c'est la digitalisation du reporting, et c'est la capacité des acteurs qui produisent ce reporting, si vous voulez, à produire un reporting sur mesure, en ligne avec les caractéristiques, les dimensions qui sont vraiment d'intérêt pour l'épargnant final. Alors, la MF est ici, mais je redis la même chose, il faut que ça soit équilibré, bien évidemment. Mais je pense que ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, on est en capacité maintenant d'offrir vraiment énormément d'informations aux épargnants. Si vous prenez un fichier EET, donc pour ceux qui sont dans la salle, ne travaillent pas sur ces sujets au quotidien, donc c'est le European ESG Template, vous avez énormément de champs d'informations à remplir. Il y a plus de 500 lignes. Donc évidemment, vous n'avez pas donné 500 points de données à un épargnant. Et donc si vous voulez rendre cela un petit peu digeste, et puis surtout un peu compréhensible, et quelque chose qui soit pertinent au regard de la proposition de valeur initiale qui a été faite, c'est absolument essentiel. Et si vous voulez, le dernier axe, et qui pour moi est très intéressant, mais en même temps soulève un certain nombre de questions, c'est l'axe de la solution d'épargne qui va être pas nécessairement sur mesure au niveau de l'épargnant, mais très adaptée avec les préférences de durabilité exprimées. Donc ça, c'est une des ambitions.
de la réglementation en cours, puisqu'il y a un postulat quand même, à mon avis, important au niveau de l'UE, c'est que les consommateurs ont des préférences durables, donc vont investir dans cette épargne avec des caractéristiques en ligne, et in fine, ça va mobiliser plus de capital, plus de financement vers des activités durables, et cette réglementation va avoir un rôle positif sur la réalisation des objectifs de transition de l'Union européenne. C'est ça, là, derrière la réglementation. Ouais. Et il ne faut pas le perdre de vue. Donc ça, c'est absolument essentiel. Mais néanmoins, juste pour finir sur si vous voulez, le caractère non pas problématique, mais la question que ça pose, c'est sur le modèle en fait fondateur des mutual funds, UCITS en langage européen. Parce qu'en fait, la proposition de valeur d'un fonds mutuel, c'est justement les économies d'échelle, c'est la capacité à accueillir beaucoup d'investisseurs potentiellement pour limiter les coûts et leur donner accès à une gestion professionnelle qui historiquement n'était pas accessible au plus grand nombre. Et donc il y avait une vraie proposition de démocratisation de produits qui étaient réservés autrefois à seulement quelques épargnants, quelques professionnels de la finance. Et il faut qu'on arrive à tenir les deux ensemble. Avoir des choses qui sont très adaptées, parfois sur mesure, mais pas remettre en cause nécessairement ce modèle, parce qu'on pense qu'il a une vraie valeur vis-à-vis des épargnants en Union européenne et aussi ailleurs. La valeur, c'est la mutualisation du risque, j'imagine, de la diversification du risque. Et est-ce que ces produits ne vont pas devoir se transformer aussi si on doit suivre la réglementation européenne et les préférences? Alors, je vous rassure, ces produits se transforment. Il y a eu des problématiques de classification, de clarification. Puis les acteurs étaient à différents niveaux d'engagement et de maturité sur ces problématiques. Donc je ne vais pas vous faire la promotion d'Amundi ou d'AXA ou par rapport à d'autres, mais ça a un impact sur l'industrie. On voit les acteurs bouger et donc ça a un impact, et c'est pour ça que nous, on soutient pleinement cette réglementation et son postulat et l'objectif final. Après, les problématiques auxquelles on fait face sont des problématiques opérationnelles de mise en œuvre. Jane, vous êtes confronté à la même problématique. Est-ce que vous voyez aussi, vous aussi les produits se transformer, et comment est-ce que vous faites pour le faire chez AXA IM? Alors oui, pour la réponse courte, et comment on fait, c'est notamment de regarder les solutions que l'on peut apporter qui permettent aux investisseurs qui souhaitent, par exemple, allouer leur capital dans des entreprises ou des obligations qui vont aider à financer des projets concrets qui vont aboutir à un impact aujourd'hui, des entreprises dont le business model ou leur raison d'être aujourd'hui a déjà un caractère durable, donc une entreprise d'énergie renouvelable par exemple, pour citer un exemple classique. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'épargnants qui cherchent à investir leur argent dans ce type de produits. Il y en a d'autres qui vont vouloir plutôt allouer leur capital à aider à financer cette transition vers une économie plus verte, donc investir dans des entreprises ou des obligations par exemple qui sont peut-être, on va dire, marron aujourd'hui, qui vont devenir olive et qui ensuite vont devenir vertes, pour utiliser une analogie de couleur. Et donc c'est de s'assurer qu'on puisse offrir à nos clients l'ensemble de cette offre et ensuite de l'articuler autour de comment ça s'inscrit dans la classification SFDR, les labels et autres. Et je pense qu'autour de ça, et notamment pour parler des labels, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit un appétit qui continue d'être croissant pour les labels de fonds, notamment dans les marchés européens où ils existent depuis longtemps. Pour en citer que deux, et les deux plus gros, la France avec le label ISR et la Belgique avec le label Towards Sustainability. Je me souviens de discussions en interne il y a environ 18 mois où on se posait la question de savoir si justement avec l'arrivée des SFDR, ces labels continueraient d'avoir l'importance qu'ils ont pu avoir historiquement. Et en fait, on fait le constat aujourd'hui que tout à fait oui, et que ce croissant, même avec l'arrivée, l'appétit même avec l'arrivée des SFDR continue de croître dans ces deux pays, par exemple, et se rajoute à cela de nouveaux pays. Je suis basée au UK, la FCA, donc l'AMF britannique, a annoncé pas plus tard qu'hier, enfin, ça faisait un petit moment qu'on attendait, une proposition de label pour les produits vendus au Royaume-Uni, par exemple. Donc on voit clairement, au-delà
au-delà de l'offre et des objectifs de gestion et d'une clarté autour de ça, je pense un appétit croissant pour les labels, notamment de la part de la clientèle, on va dire retail ou plutôt distributeur. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec la FCA, c'est qu'il lie justement les obligations de SFDR en rôle de reporting et les labels. Ils font le lien direct dans la réglementation, ce qui n'est pas le cas en Europe. Oui, je pense tout à fait. C'est une des grosses différences. Et je n'ai pas encore lu le document dans sa globalité. Mais effectivement, SFDR est un régime de disclosure, finalement, dans les 4 lettres SFDR. C'est une obligation de reporting, de donner de l'information, et pas censé, en tout cas, être un régime de label, même si, effectivement, il y a un petit peu la course à l'article 8 et à l'article 9, comme le disait Bastien. Et par contre, effectivement, au Royaume-Uni, ils ont effectivement créé un label avec le label des attentes en termes d'objectifs de gestion, de mesurabilité, qui vont avec, en fait. Donc ça combine, ça combine en fait la notion de SFDR plus label, je dirais, en un. Peut-être que c'est l'avantage, je me permets de dire ça, je suis moitié britannique, d'avoir été un peu en retard sur le sujet par rapport à l'Europe et à la France qui notamment est très en avance. Donc voilà, parfois on voit ce qui se passe ailleurs et ça permet de... Alors on est en avance, mais le label ISR doit changer, doit être réformé. Et ce qui est intéressant avec la FCA, c'est qu'il y a 3 labels différents, un de transition, un global sur la sustainability et un troisième qui est sur l'impact. Le label ISR peut-être irait dans ce sens-là. Dans sa nouvelle mouture de l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, en tant que praticien, comment vous le percevez. Est-ce que ça permet aussi d'être plus clair finalement vis-à-vis des épargnants? C'est en tout cas l'objectif initial. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre. Julia ou Bastien, Je ne suis pas le plus désigné des praticiens, mais imaginons. Oui, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai que nous, on soutient évidemment la réforme que le label est en train d'entreprendre, notamment pour retrouver ces lettres de noblesse, d'indépendance aussi par rapport à des critères minimums qui étaient les nôtres. Et donc ces réformes-là vont dans le bon sens. Maintenant, quels que soient les labels ou l'approche, finalement, le diable dans l'ESG réside toujours dans les détails. C'est que tout le monde... moi, je me souviens des gens qui étaient fans des SFDR quand c'était sorti en disant les produits article 9, article 9, regardez, c'est génial, c'est très clair. Et en fait, il y a différents niveaux de lecture. Il y a l'intention qui est claire. L'intention des SFDR, quand on lit en première lecture les produits article 9, c'est limpide. C'est la mise en œuvre, la capacité à pouvoir répondre, encore une fois, sur une vaste gamme de produits. Je répète, ça paraît bizarre, mais nous, en tant que régulateur, je dois m'assurer que les produits article 9 sur l'immobilier, sur les fonds actions, sur les fonds obligataires, sur vraiment tout un tas de classes d'actifs et en private equity, tout ça sont régis par une même définition qui tient en 3 lignes. Donc c'est d'une complexité en fait extrême et toute l'importance, et c'est pour ça qu'on verra dans le temps évidemment si nos amis anglo-saxons ont eu une bonne idée, c'est si la mise en œuvre concrète, opérationnelle, précise, elle tient la route. Et c'est là où on voit vraiment l'importance d'une mesure, c'est dans la capacité à être simple dans son énoncé, mais de répondre à toutes les mises en œuvre pratiques et c'est là où finalement à chaque fois beaucoup de difficultés parce qu'on a des professionnels qui sont très innovants, c'est une chance, mais en matière de finances durables, si je vous donnais un carnet blanc et je vous disais voilà, prenez une définition qui permet de rejoindre l'ensemble des approches qu'on a entendues aujourd'hui, que ce soit sur l'impact, sur la transition, sur des approches un peu plus individuelles dans les infrastructures, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Moi personnellement, j'y arriverai pas. Mais vous travaillez dessus. Pardon, si vous voulez. C'était peut-être juste pour compléter les propos de Bastien, et je suis évidemment d'accord avec ce que tu décrivais. Pour moi, il y a quand même un enjeu dans le label. On a bien compris la proposition de valeur d'un label. On règle des problématiques d'asymétrie d'information, ça fonctionne comme un label de supermarché. Et si les règles donc d'éligibilité ou d'accession aux produits labellisés sont bonnes, évidemment, ça sert le consommateur. C'est vraiment une problématique pour moi de consommation. Maintenant, quand on regarde si vous voulez, le paysage européen de labels, alors il y a un label belge, mais en réalité il y a 3 labels français. Demain, il y aura peut-être des sous-catégories. Il y a un label autrichien, il y a un label allemand, il y a des labels suédois aussi qui sont utilisés. Il y aura peut-être d'autres labels donc demain. Et en fait, on fait face en tant qu'acteur d'une certaine taille à une problématique potentielle de fragmentation relative du principe d'union de marché des capitaux. Et si vous voulez, parce que le problème, c'est que les règles spécifiques des labels sont pas les mêmes et sont pas toujours compatibles. Ou en tout cas, trouver le dénominateur commun peut rendre une gestion un petit peu complexe. Et ça, c'est un enjeu, je trouve, au niveau de la construction donc cette union de marché des capitaux en Union européenne,
qui a aussi une certaine valeur. Hein. Ça baisse des coûts, ça permet aux entreprises d'accéder à de la liquidité, à des jeunes pousses de grandir, etc. etc. Et ça, c'est un enjeu quand même de fond auquel il faut penser quand on réfléchit à cette problématique label, même quand on connaît la valeur ajoutée des labels et le rôle qu'ils jouent. Il y avait un projet d'écolabel européen qui est un peu oublié en ce moment, mais c'est vrai que ça permettait d'unifier un peu le tout. Mais c'est vrai ce que vous disiez, qu'il faut expliquer ce qu'il y a dans les labels aussi, pour ne pas duper, enfin ne pas tromper ou ne pas effrayer les épargnants en quelque sorte. C'est comme dans un supermarché, tous les labels ne se valent pas et évidemment il faut regarder quelles sont les règles de construction d'un label et c'est quelque chose qui est absolument clé, bien sûr. Très bien. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin de notre table ronde. Je ne sais pas si éventuellement il y a des questions dans la salle, si quelqu'un veut poser une question. Sinon, je ne vois pas. Eh bien, écoutez, si monsieur. Pour s'assurer que les dépôts ne financent pas d'activités sales, entre guillemets. Je vais faire une demi-heure. Non, je rigole. Je vais lever le capot. Donc, comment ça marche chez Lios ? En fait, on est adossé à la licence bancaire d'un établissement de crédit, qui est aussi une start-up technologique par ailleurs, qui s'appelle Solaris, et qui nous permet de faire ce que fait une banque avec les dépôts de ses clients, c'est-à-dire de les placer, donc de les investir dans des actifs. Donc, en résumé, on investit une partie de nos dépôts, dans le respect des ratios de liquidité évidemment, dans des obligations qui financent les entreprises de la transition. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est un système qui est assez différent des néobanques classiques ou des autres néobanques vertes qui peuvent exister sur le marché, qui en fait on travaille avec un système de cantonnement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas adossées à des acteurs qui ont une licence d'établissement de crédit et du coup n'ont pas la capacité de mobiliser les dépôts. Donc aujourd'hui, grâce à ça, avec ce modèle un peu particulier, on a réussi avec Helios à faire, alors ça paraît petit par rapport à Mondi et AXA, mais pour nous c'est énorme, 6 millions d'euros d'investissement en faveur de la transition après 1 an et demi d'existence. Et c'est pas, en tout cas, c'est pas un modèle classique pour une néobanque d'arriver à faire autant. Je prêche pour ma paroisse, évidemment. Bien sûr, mais effectivement, c'est un modèle qui est en train de se développer assez fort, en tout cas. Je crois que là, on a vraiment atteint la fin du temps qui nous était imparti. Merci à tous, j'espère que ça vous a intéressé. Merci à nos 4 intervenants. Et puis, je vous laisse continuer la journée. Merci à tous.